le Président de la séance, mon cher Marcus, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, merci d'avoir provoqué cette occasion de réunion, de se réchauffer au début de l'hiver au feu des convictions pro-européennes et de la volonté de faire que notre pays ait des relations correctes avec l'Union européenne. Quelques esprits chagrins ont trouvé que c'était une organisation de plus, presque une organisation de trop, puisque tu as évoqué la dispute sur les musées nationaux. On peut évoquer aussi la dispute qu'il y avait eu sur les Kulturgüterstreit entre Zurich et Saint-Gall, pour montrer comment fonctionne la Suisse. Lorsqu'on avait abouti à une conclusion, j'avais dit, écoutez, on va inviter tout le monde et on va manger ensemble la soupe de Kappel, la soupe. Et puis mon collaborateur est revenu 2 jours après en me disant, on a un problème. Ah, je dis, laquelle? Lequel? Eh bien, il y a 2 recettes pour la soupe de Kappel, une catholique et une protestante. J'ai dit, faites 2 marmites, mettez tout ensemble, et que les protestants reconnaissent la part protestante et les catholiques la part catholique de la soupe. C'est un petit peu ça, quand les gens protestent contre l'idée de faire cette réunion et d'essayer de faire un métagroupe de partisans de solutions rationnelles et raisonnables avec l'Union européenne. Je crois qu'ils ont tort. On n'est pas assez nombreux pour se disputer entre nous. On doit convaincre l'opinion publique et c'est le seul objectif qui est vraiment important. L'Union européenne, as-tu dit tout à l'heure, a des crises. La Suisse aussi, en parenthèse. Ça ne nous préserve pas la crise. Moi, que j'étais au Conseil fédéral, j'ai vécu quelques crises, l'affaire Swissair, l'affaire UBS, et d'autres crises, la fin du secret bancaire. Je crois que tous les organismes vivants ont une crise. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir parlé à des jeunes, et puis une jeune fille qui visiblement était UDC, qui avait 18 ou 19 ans, m'a dit « Mais ça peut être dangereux !» Et puis je lui ai dit « Mais madame, vous savez comment il faut éviter à tout prix le danger ?» Elle m'a dit « Non, eh bien suicidez-vous, parce qu'après la mort, il n'y a plus de danger. » Elle est restée bouche bée. Tant qu'on est vivant, il y a des dangers, et tant qu'une vie politique est vivante, il y a des dangers, il y a des risques. Il y en a pour l'Union européenne, il y en a pour nous. Je crois que si on veut gagner cette bataille, il faudra essayer de s'éloigner un peu de la paroi. Tous ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'escalade savent, lorsqu'on commence à avoir peur, le danger c'est de se plaquer contre le mur, et qu'en réalité, le seul moyen de trouver une solution, c'est de se retirer de la paroi pour essayer de trouver une nouvelle prise et continuer à avancer. Et on ne gagnera pas cette bataille des bilatérales si on est trop fixé sur des détails. Il faut d'abord commencer dans une première étape. C'est maintenant dire que l'Union européenne est certainement une bonne chose pour l'Europe et par conséquent aussi une bonne chose pour nous. Dire aussi, parce que c'est un peu d'histoire, et il faudra, puisqu'on a le temps, puisqu'on a encore pratiquement au moins une année avant que les votations viennent, il faudra dire aussi que la Suisse s'est fait quelques illusions au début de la construction de l'Union européenne en pensant qu'elle pouvait y échapper, et les gourous de l'époque de la haute administration, de la haute finance, disaient la solution c'est le libre-échange et il nous faut faire avec quelques like-minded, les Anglais au premier chef, il nous faut faire une organisation qui sera l'organisation qui survivra puisqu'elle n'a pas d'ambition politique, elle n'a que des ambitions économiques, il en a fait l'ALE. Qu'est devenue l'ALE? Après une période de dynamisme, elle a été abandonnée par la plupart des initiateurs, et aujourd'hui c'est une sympathique organisation qui nous permet de découvrir l'Islande, sans quoi probablement on irait rarement en Islande, mais je ne regrette pas, j'ai découvert ce pays qui a son charme. Toujours en Islande, il y a 2 solutions, ou bien on fait de la poésie métaphysique à la Hölderlin, ou bien on se suicide. Deuxième fois que j'en parle, mais ce n'est pas mon intention. Mais l'Islande, c'est un pays merveilleux, mais quand même assez austère. Ce n'est pas le premier lieu où on irait régulièrement en voyage. Ben, c'est nos alliés. Alors, on parle de poissons, on parle de harengs, on parle de protection de la pêche et des zones de pêche. Pourquoi pas? Ça fait partie de la culture générale d'un homme politique, mais ce n'est pas, a priori, la première chose qui est importante pour la Suisse. Aujourd'hui, l'ALE est une petite organisation qui a encore une certaine valeur, mais qu'on oublie de citer dans la plupart des commentaires, d'autant plus qu'une partie des gens qui sont nos
associés dans l'OLE ont rejoint l'espace économique européen. L'Union européenne, de l'autre côté, a depuis ce moment-là un grand dynamisme. L'Union européenne s'est étendue géographiquement et a approfondi ses institutions. Étendue géographiquement. Alors, quand on dit que l'Union européenne a permis à l'Europe de vivre dans la paix, Allemagne, France, pour la génération des barbus ici présents, des bons barbus, c'est quelque chose qui est du passé, c'est l'histoire. Ils ont toujours vécu dans la paix et on ne peut pas s'imaginer ce que c'est que tous les 25 ou 40 ans une guerre entre l'Allemagne et la France. Mais un autre événement s'est passé qui aurait pu provoquer un désastre en Europe, c'est la chute de l'Empire soviétique. Or, lorsque un empire se disloque, généralement, ça fait du feu, ça fait des braises et ça fait des crises. Tous les empires en général, regardez la disparition de l'empire anglais en Inde, la guerre civile, regardez dans l'histoire des empires qui disparaissent, c'est quand même une structure qui est délicate. Or, l'empire soviétique s'est effondré sans que les pays de l'Europe qui en faisaient partie ont sombré dans la dictature, point 1, ou se sont mis à essayer de refaire les frontières. C'est plutôt ceux qui sont hors de l'Union européenne qui ont cherché à le faire. Et ça, c'est le mérite de l'Union européenne. Et ça, c'est relativement proche. Et aujourd'hui encore, lorsqu'il y a cette espèce de Völkerwanderung qui s'est mise en marche, on peut critiquer l'Europe parce que c'est évidemment des solutions imparfaites qui sont trouvées, mais sans l'Europe, où en serions-nous? Nous serions probablement en train de chasser ces malheureux vers des frontières suivantes, avec des Orban qui mettent plus rapidement que les autres une barrière, et d'autres qui, impuissants, auraient été condamnés à accepter tous les réfugiés qui arrivent. Ils nous protègent aussi si on a peu de problèmes. S'il n'y a pas de chaos dans le système des réfugiés en Suisse, c'est parce que d'autres les retiennent et les organisent leur départ vers le pays de leur choix, qui est généralement l'Allemagne. Je crois que l'Union européenne a aussi démontré, dans ce cas-là, avec toutes les difficultés, que c'est une chance pour la Suisse. Elle s'est approfondie aussi. Elle s'est approfondie par la création d'un marché, de beaucoup de choses, d'un marché unique qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est la première puissance commerçante du monde, qu'elle a une grande influence dans tous les organismes. Mais croyez-moi, j'ai été à l'organisation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Avant de faire une proposition, on discutait avec le commissaire européen et on voyait si on pouvait avoir un appui, et c'est généralement auprès du commissaire européen qu'on pouvait trouver un appui. Alors ceux qui aujourd'hui, dans la NZZ ou ailleurs, disent qu'il faut tout abandonner, sauf les accords économiques, ne se rendent pas compte qu'on a besoin non seulement d'accords avec l'Union européenne, mais on a besoin aussi de la puissance de l'Union européenne pour faire certaines choses. En matière d'environnement, l'Union européenne est à l'avant-garde. En matière de protection de la personnalité, l'Union européenne est à l'avant-garde. En matière du droit de l'homme, l'Union européenne est à l'avant-garde. Alors on peut dire tout ça, ça n'a aucune importance, que les droits de l'homme disparaissent, que le problème de l'environnement, on peut s'en ficher, on a encore 30 ou 40 ans de bon. Non, on ne peut pas construire un pays seulement sur des intérêts économiques, on construit aussi un pays en étant solidaire. Et je crois que si on veut gagner, il faut oser dire à contre-courant, l'Union européenne a des défauts, mais dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est vivant, qui n'a que des qualités d'un moment à l'autre. En passant, ça c'est pour le plaisir de l'anecdote, l'extrême droite française, et Le Pen, le père Le Pen, si je me souviens bien, il était contre pour l'Algérie française. Et si par hasard, ces prophètes qui disaient ça va mal tourner, etc., avaient gagné, aujourd'hui la France aurait 100 millions d'habitants, dont 40 millions de musulmans. Et vous verriez le problème qu'il y aurait. Et aujourd'hui, la fille de M. Le Pen, il n'a pas perdu un œil là, il a perdu un œil dans une bêtise à côté, mais la fille de M. Le Pen combat les musulmans. Et le père voulait avoir 40 millions de musulmans. Donc, n'ayons pas peur de ces gens qui connaissent la vérité de manière définitive et qui, comme telle personne dans la NZZ d'aujourd'hui,
distribue les mandats à chacun. Le PDC doit changer, je pense aussi, mais ce n'est pas mon problème. Les radicaux doivent obéir. Il y a une personnalité, d'ailleurs remarquable, qui a été élue dans les grisons, et tout le monde devra suivre ce qu'elle dit parce qu'elle est la seule à connaître quelque chose. Et à la fin, avec une naïveté qui m'impressionne, ça en est presque comique, c'est pas triste. Il dit: je sais la vérité, et je connais la vérité, parce que j'ai parlé avec des personnes importantes. Alors, on a parlé avec des personnes importantes. Les diplomates qui sont là savent qu'on parle toujours avec des personnes importantes, mais à la fin, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils ont prévu, parce qu'on peut créer un bon contact, et à la fin, il y a des élections, il y a des systèmes, et surtout, abandonner Schengen maintenant, c'est quoi? C'est abandonner la sécurité. Bien sûr que Schengen n'était pas prévu d'abord pour une crise comme celle-là, mais la sécurité que donnent les échanges d'informations vaut bien le risque qu'il y a avec la libre circulation qui, par ailleurs, a des avantages économiques évidents. Donc, il faudra se battre. Alors, on a encore un peu de temps, et puis il faut lancer un appel, mais un appel qui sera sûrement entendu au Conseil fédéral pour qu'ils se battent pour faire passer la solution la plus raisonnable, c'est-à-dire une solution qui permette de conserver les bilatérales. Il faudra qu'ils se battent parce qu'un gouvernement est un gouvernement, et un gouvernement prend des risques pour essayer de convaincre les peuples, même si nos adversaires nous privent de lumière, nous exprimer. C'est sans danger. La télévision profite pour faire bonne photo. On peut donc continuer dans la nuit, qui est un peu celle de la Suisse, lorsqu'on parle de la politique européenne. Revenons à ce qu'il faudra faire. Moi, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de lister tous les arguments de nos adversaires et lister comment on peut faire de la contre-propagande. Mais d'abord, l'information générale, dire l'Europe est une bonne chose, globalement, avec des défauts, mais qui n'en a pas. Et puis listons. Qu'est-ce qu'on dit s'ils disent ça? Parce qu'ils vont dire, on sait ce qu'ils vont dire, ils sont prêts à tout. Souvenez-vous, lorsque le 6 février, la votation a malheureusement, même pour eux, parce qu'ils auraient préféré qu'elle échoue à 49%, ça aurait été l'idéal, mais tout d'un coup, ils passent avec 18 000 voix d'avance. Dans un premier temps, ils ont dit, c'est pas bien grave, si le Conseil fédéral est intelligent, on va régler le problème très rapidement et forcer l'Europe à agir. Et puis quand même, ça n'a pas marché, le peuple n'a pas cru ça. Parce que je crois que Watteville ou Rossier, puis le directeur de l'Office d'intégration, GETA, ne sont pas des mauvais diplomates. Les conseillers fédéraux sont très présents, très actifs. Donc on a vu que ça ne marchait pas et que c'était non. Réponse non. Alors on a cherché toutes les solutions possibles et puis lentement on s'aperçoit qu'il faudra que la Suisse fasse des concessions et des concessions assez importantes. Mais des concessions pour maintenir un avantage qui est encore plus important, qui est la bonne union avec l'Union européenne. Il faudra avoir la bataille. Mais nos adversaires disaient au départ, il suffit que le Conseil fédéral soit intelligent et ça passera. Et puis ils sont aperçus que c'était un peu court comme argument. Alors ils ont dit, vous avez remarqué, l'année passée, il y avait une phase pendant laquelle ils disaient, après tout, les bilatérales sont inutiles. Et un certain nombre de gens, dont le leader en chef, ont dit, les bilatérales n'apportent rien. Et puis il y a eu quelques journalistes pour essayer de développer cette thèse dans des journaux, des périodiques assez connus. Puis là aussi, ils ont vu que ça ne marchait pas très bien. Et alors maintenant, la dernière thèse, d'après ce qu'on lit ce matin dans l'interview de mon reverté collègue Blorer, on lit qu'il a rencontré des gens importants qui lui ont dit « Faites sauter les libertés, la Freiheit personnelle Verkehr, la libre circulation, et on ne prendra pas de mesures de rétorsion. » Alors, c'est quand même assez extraordinaire, et je serais prêt, si j'étais le juge de touche, de dire déposer 100 millions en garantie de ce que vous affirmez. Parce que ce n'est pas encore la dernière thèse, il y en aura d'autres, puisqu'ils suivront tous les courants pour essayer de déstabiliser ceux qui disent avec modestie, ce n'est pas une solution parfaite, les bilatérales, il faut essayer de les sauver dans un premier temps, et puis ensuite, chacun reprendra selon ses ambitions politiques, selon sa vision politique, le chemin vers l'adhésion ou au contraire le maintien définitif des bilatérales, tout en se souvenant qu'il n'y a rien de définitif.
en particulier pas des contrats passés avec un voisin. Donc, ce qui est urgent pour nous, c'est la liste des arguments, chercher à comprendre ce qui motive pas les chefs de nos adversaires, mais nos adversaires, chercher à comprendre et comment on peut retourner ces arguments un par un, comme ils le font si bien, parce qu'on a quelque chose à apprendre de l'organisation de nos adversaires, et petit à petit, de faire qu'on crée, comme on dit maintenant chez Roche, de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on développe le système de réaction immunologique de telle sorte que lorsque le bacille d'extrême droite ou du nationalisme étroit arrive, que tout d'un coup les gens disent non, non, ça ne marche pas avec nous, on ne veut pas d'une Suisse solitaire, une Suisse qui se regarderait le nombril en disant on est les meilleurs. L'autre jour encore, revenant en avion, j'ai rencontré une bonne radicale valaisanne qui m'a dit mais au fond, tout le monde, tout l'univers, tout le monde nous admire. Et ne vous faites pas d'illusions. Certains souhaitent que le secret bancaire demeure parce que, je revenais du Congo, parce qu'ils aimeraient bien avoir un abri, d'autres souhaitent ceci parce qu'ils ont des avantages, mais personne ne nous admire en disant c'est le pays modèle de l'humanité. Tout le monde dit c'est un pays magnifiquement géré, moi je suis le premier à le dire, et pour cause. Mais tout le monde est prêt à dire que c'est un pays magnifiquement géré, que les gens de ce pays sont raisonnables, qu'on peut trouver des solutions extraordinaires, mais on ne peut pas appliquer à l'extérieur l'histoire de la Suisse. J'ai dû aller en Russie une fois parler de fédéralisme. Ce n'était pas tout à fait ce que je comprenais sous la notion de fédéralisme. J'étais là il y a 15 jours au Liban, parler de fédéralisme. Là aussi, je leur dis, écoutez, le Liban a des traditions un peu différentes de la Suisse. Vous voyez, je ne pense pas que vous pouvez chercher un modèle suisse. Inspirez-vous des problèmes qu'on a eu à résoudre et résolvez-les là-bas. Au Congo, la semaine passée, j'étais au Congo, parlait de différentes choses, et notamment démocratie. Il regarde et il dit, oh, bon, mais ça c'est suisse. En parenthèse, j'ai dit à un ministre, vous savez, à la fin, au bout de 4 ans, un bon ministre se dit, est-ce que le pays va mieux économiquement grâce à nous, un peu mieux? Est-ce que les gens sont plus paisibles entre eux et s'entendent mieux? Est-ce que les gens ont des perspectives d'avenir? Et si vous dites oui, j'ai fait un peu de progrès dans ce domaine-là, vous avez bien mérité de la patrie. Il m'a dit, chez nous, en Afrique, personne ne se pose ces questions, on garde le pouvoir quand on l'a. Donc le modèle suisse, gardons-le pour nous, développons-le, n'essayons pas de prétendre avec arrogance que le reste du monde nous envie, le modèle qui nous envie, ça oui, c'est clair avec la situation qu'on a, mais il n'envie pas le modèle, et résolvons les problèmes les uns après les autres. Je crois qu'on pourrait parler des heures, mais j'ai pitié de ce peuple affamé et debout. Je crois que je vais m'arrêter là pour permettre une séance dynamique en répétant que la bataille sera difficile, mais magnifique. Et n'ayez pas peur, on peut la gagner, parce que, encore une fois, quand je vois l'interview d'aujourd'hui, je me pose quand même quelques questions. Merci beaucoup, Pascal. Wir haben viel gelernt über Europa, aber auch über die NZZ von heute. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, bevor wir zum Apero gehen, aber zuerst möchte ich 2 Fragen aus dem Publikum hier nehmen. Wer möchte eine Frage stellen an Pascal Buschbauer? Ich habe immer geglaubt, dass Sie gut eine Veranstaltung organisieren. Mit Leuten, die auch Fragen stellen. Ja, bitte, Herr Geiser. Ich glaube, doch eine Frage, warum eigentlich bei all diesen Darstellungen von Europa verwendet man nicht auch die schweizerische Geschichte? Warum überlässt man eigentlich in einem derartigen Ausmaß die Berufung auf die Schweizer Geschichte der anderen Seite? 1291 ist doch eigentlich ein gleicher Vorgang wie die Gründung von Europa. Einfach im kleineren Raum. Und entsprechende Bilder gibt es an sich dauernd in der Schweizer Geschichte. Und gut, man will
ist ja gut, wenn man nicht selber populistisch sein will, aber ich weiß nicht, ob man es nicht ab und zu mal sein müsste. Bon, moi je suis très fier de notre histoire et très fier de tous les événements qui sont attribués au fondateur de notre histoire. D'autant plus que comme radical, je sais qu'au XIXe siècle, on a constitué d'une certaine manière la nation suisse en arrangeant un peu l'histoire, en choisissant le fameux serment du Gründli pour dire c'était ça le début. Maintenant, si quelqu'un avait interviewé les trois fondateurs du Gründli, je doute qu'ils aient imaginé ce qu'on en ferait 7 siècles plus tard. Et ça, c'est tout génie radical d'avoir fait de rien beaucoup de choses. Alors, le reste de l'histoire, la dispute, il faut accepter la dispute sur Morgarten, sur Marignan. On doit accepter la dispute et dire ça c'est juste historiquement, ça c'est faux. Et tout le monde sait que Marignan n'est pas le début de la neutralité, mais de la soumission à la politique française, qui a duré jusqu'en 1798, lorsque les troupes de la Révolution française ont libéré la Suisse, parce que je suis un fervent partisan de la République helvétique une et indivisible, a libéré la Suisse de la tutelle de l'Ancien Régime et a permis de lancer les bases de ce qui allait devenir l'État moderne à partir de 1840. Malheureusement, l'histoire passionne beaucoup, vous, moi, mais elle passionne de moins en moins le grand public. Alors il faut simplement, en tous les cas, corriger ce qu'il y a de faux, quand on essaye d'interpréter Marignan de manière totalement contraire à la vérité historique. Il faut être fier d'un certain nombre d'événements, parler avec ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais l'histoire n'est pas un argument, sinon l'histoire proche. Et c'est ce que je pense qu'on doit faire aussi quand on dit que l'Union européenne a sauvé la paix, d'abord entre la France et l'Allemagne, guerre traditionnelle, ensuite a permis la fin du régime communiste sans guerre civile importante. Non, il n'y en a pas eu, même dans les pays, c'était la France qui en a eu, sans guerre civile et sans révolution, contre-révolution, qui est la règle générale. Et pour l'avenir, y compris sur le problème des réfugiés, probablement qu'il n'y a pas de solution sans l'Europe, y compris pour la Suisse. L'autre jour, on a eu une réunion avec les actuels conseillers fédéraux, puis j'ai posé la question, je dis, je ne veux pas avoir de réponse parce que c'est plus mon affaire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites si tout d'un coup, demain, il y a 10 000 personnes qui sont amenées en colonne avec un cheval devant et puis un cheval derrière, comme on voit les colonnes de réfugiés en Slovénie, c'est quelque chose d'ahurissant, qui arrivent à la frontière à Rorschach. Vous tirez dessus, faites quoi? C'est-à-dire, on a un plan. Bon, très bien. Mais si l'Europe décidait de jouer égoïstement, elle ferait comme Erdogan, elle louerait des cars pour amener les 15 000 personnes qui attendent dans un camp aux environs de Vienne, pour les amener au bord du lac de Constance. Et puis la nuit, des petits bateaux, et puis le matin, la réception en Suisse. C'est comme ça que ça se passerait. Mais la solidarité que l'Europe manifeste à notre égard fait qu'ils ne jouent pas ce jeu-là, ils attendent de nous qu'on soit solidaires, mais ils ne jouent pas ce jeu-là, même si quelques réfugiés venus d'Allemagne ne sont pas repris par l'Allemagne, comme le disait quelqu'un récemment. Donc l'histoire, oui, mais à dose modérée. Ganz herzlichen Dank.